Hello, welcome everyone. Bonjour, bienvenue à tous. C'est la Coalition internationale pour la paix et donc c'est notre 78e semaine c'est la 78e semaine où nous nous rencontrons car nous avons ces rencontres toutes les semaines sans discontinuer depuis le début. Et nous avons eu une raison très importante pour créer cette coalition internationale pour la paix. L'idée étant d'unir les différents mouvements de la paix, et cela n'a pas bien fonctionné, l'union de ces mouvements. C'est pour ça que nous voulons créer ces mouvements et unir également à travers le monde. Pour commencer, tout d'abord, nous allons avoir Helga Zepp-Larouche, qui est la fondatrice de l'Institut Schiller et initiatrice de cette coalition internationale pour la paix. Tout d'abord, je veux vous dire la bienvenue, où que vous soyez. Malheureusement, la situation stratégique est une situation dans laquelle on voit vraiment une différence très grande dans la perception de la réalité, où on a des gens qui semblent être dans des univers totalement différents. Du côté des Russes, à la suite de l'installation, des lancements des ATACMS américains et des missiles Storm Shadow de Grande-Bretagne, l'autorisation de frappe sur le territoire russe, il y a eu le déploiement de nouveaux missiles tactiques, les missiles Oreshnik, que, que Poutine a décrit. Donc, ils ont frappé à Dnipropetrovsk, donc une usine en Ukraine. Et donc, selon Doktorov, il y avait une usine de réparation des tanks Léopard allemands de Rheinmetall qui se trouvait donc qui a été ciblée notamment. Et semble-t-il, il n'y a pas eu d'impact réel parce que malgré le fait que ce missile Oreshnik a été déployé, a été lancé, Poutine a décrit très largement que c'était un missile tactique avec la vitesse de Mach 10 et qu'il peut atteindre tout lieu en Europe. Et cela aurait dû lancer un message. C'était justement l'objectif de ce premier lancement, de lancer un message. C'était un avertissement. Cela aurait dû causer une réaction, mais malheureusement, ça n'a pas été du tout le cas, car suite à cet lancement de ce missile Oreshnik, eh bien, il y a eu de nouveaux lancements de, de missiles ATACMS et Storm Shadow sur le territoire russe lancé par les Ukrainiens, avec l'aide donc des Américains et de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les puissances occidentales essayent d'augmenter, d'aller vers l'escalade. Et ils veulent créer une situation où même si Trump arrive à la Maison-Blanche, créer une situation où la guerre aura atteint un tel point que Trump ne pourra même pas faire de marche arrière sur la politique occidentale de confrontation. Si l'Occident continue à ignorer que nous sommes au bord d'un échange nucléaire, alors cela pourrait vraiment arriver très facilement. Hier, Poutine, à Astana, à la rencontre du traité CESTO, du traité collectif de sécurité, a développé en grand détail ce que ce missile Oreshnik, ce qu'il est. Et alors, un, c'est une arme qui est hypersonique. Elle ne peut pas être interceptée. Il a décrit le fait que la Russie a 10 fois plus d'armements que tous les armements de tous les pays de l'OTAN, que tous les stocks d'armes qu'ont les pays de l'OTAN. Il a décrit ensuite les différents types de missiles, et notamment les missiles qui sont supérieurs à ceux ont les Occidentaux. Et les médias occidentaux, malgré cela, continuent à dire
ce missile Oreshnik ne fera pas de changement significatif. Mais donc, en effet, ce n'est pas le cas. Cela fait un changement. Et je vais décrire le- la situation. Je vais décrire cela. Quelle est la différence entre le missile Samad que Poutine avait annoncé en 2018? C'est un missile, un nouveau style, un grand changement de système d'armement qui, à ce moment-là, c'était la première fois qu'il y avait ces missiles hypersoniques qui peuvent visiter à, à Mach 20. Il y a possibilité de cibler 12 et des missiles indépendants dans ce missile qui peuvent cibler donc 12 cibles à la fois. Le missile Samad et donc avec un liquide, le carburant est liquide, donc il doit être dans des silos, stocké dans des silos, et donc cela demande une puissance explosive très importante, et parce qu'il est et aussi parce qu'il notamment il est enfoncé très profondément dans le sol pour le protéger. Et ce missile Samat, qui est généralement appelé le missile Satan, est si puissant que une seule un seul de ces missiles pourrait détruire à peu près toute la Grande-Bretagne. Le missile Oreshnik, c'est seulement Mach 10, et contrairement au missile Samat, c'est un carburant solide. Donc, il peut, il peut être caché derrière des arbres, il peut être beaucoup plus facilement caché enfin, que les missiles Satan, que les missiles Samat. Et donc, l'idée que l'Occident pourrait lancer une frappe de décapitation contre le leadership russe est vraiment hors de propos. Et donc, cela veut dire que nous sommes dans une situation où l'Occident continue à jouer avec le feu et prétend que cette situation n'existe pas. Et il y aura probablement, en toute probabilité, une contre-attaque de la Russie contre ces déploiements qui continuent, donc ces nouvelles frappes de missiles ATACMS et Storm Shadow qui ont été frappés à nouveau. Et Gilbert Doctorow, encore, de nouveau dans une interview, dans une longue interview avec Nima Algorithm, a décrit comment il pense que les cibles, quelles seraient les cibles qui pourraient être frappées, quel pays pourrait être frappé. Poutine avait dit qu'il frapperait les sites de commandement, les sites où les décisions sont prises pour lancer ces missiles. C'est les décisions, là où les décisions sont prises, ce seraient les cibles. Ensuite, il a sorti la Grande-Bretagne donc parce qu'ils ont des armes nucléaires, donc ce serait une escalade euh, très grande. Donc, ce ne serait pas la Grande-Bretagne, cela pourrait être la Roumanie où il y a la base américaine pour beaucoup de ces déploiements. Les systèmes Aegis américains sont là-bas. Ce n'est probablement pas ce pays, car actuellement le gouvernement est assez favorable à la Russie, le gouvernement russe actuel. Et donc, il laisse la Pologne comme l'option la plus probable. Et donc, c'est juste une hypothèse. Mais je répète, pour que les gens aient un sens à quel point nous sommes proches d'une escalade qui pourrait aller vraiment complètement hors de contrôle. Cela pourrait être aussi une attaque sur les centres de commandement à Kiev. Et c'est c'est donc là où nous sommes actuellement. Nous sommes au bord d'une guerre nucléaire et la population en Occident, pour la plupart, n'est absolument pas au courant de cela. Il y a quelques experts qui parlent de cela et quelques personnes dans les mouvements de la paix qui commencent à être assez paniquées face à ce danger. Mais les médias occidentaux et la plupart des politiciens occidentaux, principalement donc les médias transatlantiques, ils jouent avec le feu et ils jouent avec la possible destruction de l'humanité.
avec, en amenant en refusant d'accepter ces signes russes, ces lignes rouges, où les Russes disent, voilà, que les lignes rouges, justement, ont été franchies. Ces Occidentaux ignorent, cette oligarchie occidentale transatlantique ignore cela. Nous devons aller vers un nouveau paradigme totalement différent. Nous aurons une conférence internationale les 7 et 8 décembre. C'est très important pour mettre une alternative sur la table. Et comme je l'ai dit au début, nous devons convaincre les nations européennes et même les États-Unis d'arrêter la confrontation avec le système économique émergent des BRICS, qui est actuellement la majorité globale. Et nous, si nous ne, si nous n'allons pas vers un changement, nous arriverons à la fin de la civilisation. Nous avons décidé et discuté à la dernière rencontre de la Coalition pour la paix de voir quelles sont les questions d'intérêt commun vers lesquelles nous pourrons bâtir des ponts. Et où les problèmes du monde nécessitent vraiment notre coopération internationale. Et parmi ces problèmes très urgents, il y a le problème des migrants. Trump a rendu clair avec son nouveau cabinet, les nominations de son nouveau cabinet, qu'il veut continuer la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher les migrants arrivant d'Amérique latine. Et cela pourrait fonctionner à un certain niveau pour empêcher les migrants de rentrer. Et, et donc, il voudrait aussi sortir certains des États-Unis, des migrants illégaux. Mais donc, cela crée uniquement la souffrance pour les migrants. Ça les laisse dans une situation incroyable où on viole leurs droits humains. Et pareil pour les gens qui essayent de sortir d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, du Sud-Ouest, qui essayent d'aller en Europe. L'Union européenne a une réponse vraiment dégoûtante à cela. C'est uniquement donc de développer les gardes Frontex pour empêcher les migrants de rentrer. Et il y a eu des exemples vraiment choquants d'où on renvoie des migrants à la mer. Et donc, le pape François a, a parlé de camps de concentration, avec les camps dans lesquels on met les migrants entourés de barbelés. Les gens ne peuvent plus sortir une fois qu'ils sont dedans. Nous avons donc proposé une approche radicalement différente. Dire l'Afrique à 600 millions de personnes qui n'ont pas l'électricité. Donc, pourquoi est-ce que nous ne mettrions pas nos efforts, réunir nos efforts pour faire en sorte que les nations européennes, asiatiques, occidentales s'unissent, et occidentales et la Chine et d'autres s'unissent pour faire des projets qui changent la donne pour l'électrification, pour les infrastructures, notamment le barrage Inga sur la rivière Congo en RDC, et différents projets, des différents projets qui pourraient être amenés, le projet Transaqua également, différents projets qui pourraient amener, le projet Inga qui pourrait amener l'électricité pour énormément de monde en Afrique, beaucoup d'autres projets qui pourraient éviter que les gens aillent mourir dans la Méditerranée, qu'ils puissent développer leur pays, sortir du sous-développement et devenir des pays qui puissent à court terme devenir des pays, voilà, un développement moyen et aller de plus en plus vers un développement. Une approche similaire pour l'Amérique latine est vraiment possible, notamment grâce à l'inauguration du port en eau profonde qui a été inauguré au Pérou avec la coopération avec la Chine. Et c'est le port Chancay. Donc, c'est ces projets de développement qui permettront aux réfugiés de plutôt rester chez eux, de développer leur propre pays. Donc, nous avons lancé un programme de travail intense pour développer une brochure
que nous avons maintenant publié pour sa version anglaise pour l'instant. Et nous vous invitons donc, nous invitons tous les participants de cette coalition pour la paix à télécharger cette brochure et à la faire connaître le plus possible des gens qui sont impliqués, que ce soit dans des églises, dans différentes associations, dans des gens qui peuvent se sentir concernés par cela. Et il faut réunir les gens sur ces causes. Et c'est une seule des aspects qui pourra nous amener vers un nouveau paradigme et nous permettre de bâtir une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Il faut résoudre tous ces problèmes urgents, la faim, la sécurité, la santé, les problèmes de santé. Tous ces problèmes seraient très faciles à résoudre si nous pouvions, si nous pouvons, pouvions avoir la coopération de toutes les nations. Il faut arriver vraiment à l'époque adulte de l'humanité où on peut résoudre les conflits. Parce que dans une époque où l'on a l'arme thermonucléaire, l'idée de résoudre les problèmes par la guerre, cela inclut donc le danger d'utilisation des armes nucléaires et donc la fin de toute l'humanité sur cette planète. Si, si on a un sens de survie, alors il faut vraiment agir urgemment. C'est la perspective que nous avons face à nous. Il faut donner aux gens l'idée de cette situation, de ce qu'il faut faire, de ce pourquoi il faut agir. Et vous voyez que les gens ont vraiment peur, hein. Par exemple, en Allemagne, il y a quelque chose qui s'appelle le plan Opération Allemagne, où toute la société est censée se préparer pour la guerre à venir avec la Russie. Les industries, on leur demande de se préparer. Les voies ferrées sont redéveloppées dans le sens, dans l'approche de l'Est vers l'Ouest, de l'Ouest vers l'Est, pour que les troupes soient développées, puissent être transportées rapidement vers le front Est. Tout est orienté dans l'économie maintenant allemande, doit être orienté vers cela. C'est totalement fou. Et aujourd'hui, von der Leyen, la Commission européenne, a abandonné la question du changement climatique, qui était le sujet de son premier mandat. Maintenant, la question, c'est la militarisation de l'Union européenne. Et donc, c'est une folie qui va amener à la destruction de l'Europe si cela n'est pas arrêté. Les gens en Allemagne, on leur dit qu'il faut faire en sorte que dans leur garage, il faut qu'ils soient prêts à être prêts à tenir pour des conditions de guerre avec des stocks de nourriture dans leur garage, des stocks de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir y vivre pendant une période longue, pendant un certain temps. Quand Scott Ritter a appelé à des manifestations mondiales le 7 décembre, le 7 décembre, cela a été repris par RT Allemagne. Il y aura certaines manifestations le 7 décembre à certains endroits et nous devons discuter de ce qui peut être fait pour amplifier cela. Et et donc, cela doit être lié à notre conférence très importante de l'Institut Schiller des 7 et 8 décembre, le week-end prochain, pas ce week-end, celui d'après. Je viens à l'instant même de mettre le lien dans le chat avec le programme et l'inscription de cette conférence internationale. Donc, c'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Nous devons avoir une percée très rapide, un changement de situation, une mobilisation très grande. C'est une situation très urgente. Merci Elga. Donc, Anastasia a mis dans le chat le lien vers le rapport et donc le rapport en anglais dont Elga a parlé et le lien d'inscription en anglais. Donc, moi, je l'ai mis en, en français. Donc, nous allons maintenant avoir le colonel Richard Black, qui est l'ancien chef de la division criminelle au Pentagone et qui ancien sénateur de Virginie. Merci, Anastasia. J'aimerais rapporter aujourd'hui sur le fait que le, le 27 novembre, il y a eu un nouveau front total qui s'est ouvert dans les guerres sans fin au Moyen-Orient. C'est
c'est Al-Qaïda en, en, en Syrie, avec l'assistance probablement de la Turquie, euh, avec l'aide de l'Agence centrale de renseignement, a lancé une attaque majeure qui a, a- qui a arrêté un cessez-le-feu qui avait été signé en 2020 entre Al-Qaïda en Syrie, ce qui est Al-Qaïda en Syrie, et le gouvernement légitime de Syrie. Il y a un conglomérat d'organisations. Et il y a Ayat Tahrir al-Sham, notamment, qui, qui, qui était avant Al-Nusra. À chaque fois que les gens se rendent compte de qui ils sont, que, que les États-Unis amènent un soutien important à Al-Qaïda, le même groupe qui a attaqué les tours jumelles et le Pentagone et tué énormément d'Américains. À chaque fois que les gens se rendent compte que nous faisons quelque chose de très étrange, les États-Unis en Syrie, alors ils changent le nom avec quelque chose de plus obscur, plus difficile à prononcer pour que l'on oublie qui ils sont. Et même dans le site internet du département d'État, il est clair, si vous lisez attentivement, sur ce groupe Tahrir al-Sham, c'est Al-Qaïda en Syrie. Donc, ce que nous avons des guerres très sanglantes en Syrie. Il y a l'armée syrienne qui a finalement donc été victorieuse de cette attaque. Ils ont, ils sont allés ils sont avancés, c'est dans la province de Idlib, donc il y avait donc un cessez-le-feu qui avait été signé en partie sous l'égide de la Turquie. Et donc c'était silencieux. Depuis 2020, sur ce front, il n'y avait pas d'affrontement. Mais semble-t-il, ce qui se passe, c'est que Al-Qaïda en Syrie et ses alliés, qui, qui incluent une composante majeure dirigée par les Turcs, les services de renseignement turcs, ils ont lancé cette attaque pour prendre avantage du fait que la Syrie a été sous attaque d'Israël. Donc, ils ne combattent pas mais contre Israël, mais Israël lance régulièrement des attaques sur, euh, sur la Syrie, donc affaiblissant la Syrie. Donc, il y a ces terroristes syriens qui, qui sont mobilisés par les renseignements centrales américains, les agences de renseignement centrales américaines, depuis longtemps. Et autour, ils sont dans des villes autour d'Alep. Et Alep, c'est la deuxième plus grande ville d'Alep. C'est le centre industriel de la Syrie. Elle avait été capturée par les terroristes au départ, pendant pendant la guerre, à un point. Elle avait été saisie. Donc les Turcs, notamment, avaient pris donc le contrôle, avaient, avaient enlevé détruit toutes les grandes usines. Ils ont récupéré toutes les machines industrielles des usines de cette ville et les ont ramenées en Turquie et vendues à travers le monde. Et Alep, aujourd'hui, est retourné sur le contrôle de l'armée syrienne. J'étais en, J'étais à un moment donné sur le front là-bas et, et à un moment donné, un général m'a retiré et il était très inquiet que je reste trop longtemps. Donc à cette époque, à cette époque où il y avait
où les terroristes avaient pris le contrôle d'Alep et où le gouvernement syrien était en lutte pour le récupérer. Donc c'est là qu'il avait été sur ce front. Mais aujourd'hui, il y a donc c'est toujours la province de Idlib qui est toujours contrôlée par les terroristes et qui ne pourrait pas le faire sans l'aide des agences centrales de renseignement américaines et de la Turquie. L'agence centrale de renseignement a lancé toute une série d'actions autour de la frontière entre la Turquie et la Syrie pour apporter des armes aux terroristes. Cela a été révélé. C'était auparavant opération Timber Sycamore. C'était une opération top secret. Nous, nous n'avons pas forcément orchestré toutes les tactiques, toutes les stratégies, toutes les idéologies des terroristes, mais nous savions ce qu'ils faisaient et nous les avons armés. Et une partie de ce qui a eu lieu, donc le fait que ce mouvement d'ISIS, de l'État islamique, a mis des gens en esclavage, a vendu des esclaves, a fait des crucifixions, des, 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 des viols de masse, énormément d'atrocités. Et la Turquie cherche toujours des opportunités pour saisir des pans du territoire syrien. Et, et ils sont certainement complices dans l'attaque qui a eu lieu récemment. Nous allons voir ce qui va se passer. La Syrie envoie des forces très importantes armées pour contrer l'attaque terroriste qui ont causé assez de problèmes. Et cela amène une opportunité pour Israël qui a depuis longtemps surveillé la Syrie et de cette instabilité en Syrie pourra être utilisée par Israël. Et donc, il y a des éléments des agences de renseignement centrales, du Pentagone, qui suivent, qui s'attendent à une expansion de la guerre avec un nouveau front sur la Syrie pour affaiblir tous les efforts que l'administration Trump pourrait avoir pour amener le calme et la paix dans le monde. Merci. Merci pour cela, colonel Richard Black. C'est assez terrible. Merci pour votre analyse, pour nous avoir présenté votre analyse. Nous allons maintenant donc continuer avec les discussions. Nous allons maintenant écouter Ray McGovern, qui est ancien analyste de la CIA et cofondateur des Veterans Intelligence Professionals for Sanity. VIPS, c'est à vous. Ray McGovern, c'est à vous. Vous m'entendez maintenant? Comme le savent beaucoup d'entre vous, ainsi que mes collègues l'ont dit, mes collègues dans la communauté du renseignement, l'Ouest est en état de négation. Monsieur Poutine a commencé en 2007 à la conférence sur la sécurité de Munich, à nouveau en 2016 devant un groupe de journalistes occidentaux, en 2018 pendant son discours de l'état de la nation, où il a montré ces nouvelles armes dont Helga a fait référence. Maintenant, il a démontré leur efficacité dans des tests de combat. C'est comparable à ce qui s'était passé en 1945 avec l'apparition de la bombe atomique. Nous parlons de la même puissance que celle de la bombe atomique en termes de retombées.
Et je parle tant sur le plan figuratif que littéral. La Russie est dotée maintenant des missiles Oreshnik. L'Ouest n'a pas de défense contre eux. Ils se déplacent à la vitesse de 10 Mach environ. Alors, réfléchissez un peu à cela. La vitesse de Mach 10, c'est l'équivalent, comme le disait Poutine, d'une météorite. Donc, l'essai, le soi-disant essai de ce missile expérimental s'est traduit par un succès. Il a détruit toute une usine qui fabriquait dans le passé des missiles à Dnipro, en Ukraine centrale. Et figurativement, Poutine a dit, maintenant, vous allez m'écouter maintenant. Et ces gens de l'OTAN qui sont sourds d'oreilles ont dit, ah non, 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 nous pensons que vous ne faites que bluffer. Nous ne vous prenons pas au sérieux. Poutine a déjà dit que ce missile fonctionne. Nous allons commencer une production en série bientôt. Et nous avons aussi d'autres armements très efficaces. Maintenant, Poutine veut-il utiliser l'arme nucléaire? Veut-il d'un échange nucléaire? Ma réponse est non, absolument pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Son devoir principal, à ses yeux, c'est de protéger le peuple russe. Donc, la dernière chose qu'on va y faire, c'est de risquer une guerre nucléaire et l'annihilation du peuple. Donc, il dit, voilà, en somme, ça devient très dangereux. Nous avons peur que les gens de Biden, sur le départ, pourraient être tentés comme moyen d'éviter une humiliation extrême en Ukraine. Ils pourraient être tentés d'avoir recours à l'arme nucléaire. Et à mon avis, c'est en grande partie pour cela que Poutine a fait remodeler cette doctrine nucléaire, où il dit que maintenant, nous avons maintenant l'approbation technique et politique pour l'utiliser. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que Fyodor Lukyanov, un jeune type très intelligent, un proche conseiller de Poutine, qui dirige le département recherche au club de Valdai et qui participait à d'autres institutions russes. Il a dit il y a 3 jours, regardez, ce qui est préoccupant, c'est le manque de canaux de communication parallèles. Nous n'avons aucune communication. Nous en avons eu pendant la crise de Cuba. Grâce à eux, nous avons pu éviter une confrontation nucléaire. Nous voulons sortir la discussion du domaine du public. Maintenant, les deux pays, la Russie aussi bien que les États-Unis, sont sous beaucoup plus de pression pour sortir de l'ordinaire, pour faire des choses extraordinaires, du fait que cette soupape de sécurité manque, qu'il n'existe pas de canal de communication. Wow! Maintenant, est-ce que je le savais, moi? Non. Moi, je pensais qu'il y avait un canal établi entre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin à Washington et
son homologue au Kremlin. Et rien n'avait été dit là-dessus. Où est Austin, le ministre américain, dans tout ça? Le vendredi 13, il y a 2 semaines, Austin a eu les moyens de faire reculer le président Biden en disant non, il ne faut pas permettre l'utilisation des Storm Shadow sur le territoire russe. C'était le 12 ou le 13 septembre. Maintenant, nous sommes au mois de novembre. Je ne sais pas ce qui a changé entre-temps. Les Russes, peut-être pas non plus. Mais depuis environ 6 semaines, dans les 6 semaines qui viennent avant le 20 janvier et l'entrée de Trump à la Maison-Blanche, la rhétorique ne sera pas persuasive, mais il faut euh, que où les Russes ont réduit en poussière une grande installation de la défense à Dnipro. Et c'est encore pas suffisant pour l'OTAN. L'OTAN parle toujours de mettre des troupes sur le terrain, parle toujours d'envoyer des missiles Tomahawk. Le seul espoir que je vois ici, c'est que l'OTAN est divisée, sérieusement divisée. Il y a la Hongrie, la Slovaquie, la Turquie, peut-être que même que l'Italie ne l'acceptera pas. Et c'est une bonne chose. Scholz en Allemagne, et je pense que nous devons nous concentrer sur l'Allemagne parce que c'est un endroit clé, y compris par rapport au mouvement pour la paix. Scholz refuse toujours d'autoriser, contrairement à la Grande-Bretagne et la France, qui ont autorisé l'utilisation des missiles Storm Shadow et Scalp. Scholz dit non, non, nous n'allons pas livrer des missiles Taurus par les Ukrainiens contre la Russie, contre le territoire russe. Au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que des généraux de l'armée de l'air allemande, des généraux de très haut rang, ont été interceptés il y a 3 ou 4 mois dans une discussion téléphonique où ils disaient, regardez, lorsque vous parlez au ministre de la Défense, il faut lui faire comprendre que les missiles Taurus ne vont pas changer la donne pour l'Ukraine. Vous devez le comprendre et vous devez faire en sorte que les autres le comprennent. C'est une discussion politique. Donc, même les dirigeants de l'état-major allemand le savent. Même le New York Times et le Washington Post ont reconnu que ces missiles ne vont pas changer la donne sur le terrain du point de vue militaire. Alors on se demande pourquoi le faire alors. Donc c'est politique. Et Poutine regarde de près ce qui va se passer dans les 6 semaines nous séparant du 20 janvier. Alors, pour revenir à Lukianov et à d'autres, ils sont intelligents. Et Poutine a aussi Dmitri Trenin qui a beaucoup d'expérience, qui est intelligent. Ils connaissent le système politique américain. Ce sont des conseillers de Poutine. Biden, au contraire, n'en a pas. Enfin, si on compare la situation à la crise des missiles de Cuba, John Kennedy a fait en sorte que l'ancien ambassadeur américain à Moscou participe à toutes les réunions concernant la stratégie à adopter en cas
d'attaque de missiles. À chaque réunion, Thompson y était présent. C'était l'ambassadeur avant la crise des missiles et il a été nommé à nouveau après cette crise. Les Russes sont en pleine alerte. Je ne peux pas le confirmer, mais je pense qu'ils sont en état d'alerte. Donc, il faut s'inquiéter, il faut être préoccupé. Ceux qui pensent, certains pensent que le sang-froid dont fait preuve Poutine est simplement de la perspicacité. Mais je pense qu'il fait preuve de beaucoup de retenue. Je viens d'apprendre ce matin que Bill Youssef, il est à Pyongyang en train de parler aux Coréens. Les Russes et les Nord-Coréens ils ont une relation très longue. Ils ont un traité de défense mutuelle. Et lorsque Poutine y était, qu'ont fait les soldats nord-coréens en Russie, il n'a pas nié leur présence, mais il a dit, « Oh, vous savez, nous avons ce traité, et si un pays, que ce soit la Russie ou la Corée du Nord, est envahi par un tiers, c'est une obligation pour l'autre de lui venir en secours, en rescousse. » Et nous, en Russie, nous avons été envahis. Les Ukrainiens ont eu l'idée de nous envahir au Kursk. Donc, cela fait partie des circonstances. Moi, je ne sais pas s'il y a des Nord-Coréens à Kursk, en Kursk, mais les Sud-Coréens jouent un rôle perfide. Ils ne veulent pas que les Nord-Coréens gagnent un avantage et ils sont préoccupés par l'administration qui va venir à Washington. Et ils veulent rendre la situation plus difficile. Sinon, les Coréens ont depuis 2 ans au moins un missile balistique intercontinental qui leur a été donné par la Russie. Ceci a été un choc pour tout le monde. Les Russes l'appellent Top M ou quelque chose. Et les Nord-Coréens ont un nom différent. Mais c'est parce que le missile le plus sophistiqué dont est dotée la Russie, il dispose de tous les missiles, il peut atteindre tous les endroits aux États-Unis, y compris Mar-a-Lago. Il a une telle portée. Et avant tout, il est mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme l'a dit Elga, avec un missile mobile, on ne sait jamais vraiment exactement où il se trouve. Et si l'autre décide de l'utiliser, on ne peut pas être sûr où il se trouve exactement. Alors, on a posé la question à Jake Sullivan lorsque le docteur Postol a publié un article avec ces informations et Sullivan a dit, oui, oui, nous sommes au courant de tout ça, nous allons regarder. Alors, y avait-il un seul journaliste à poser la question à Sullivan depuis 2 ans s'il a entre-temps appris plus sur ce missile? Non. Il y a une suppression délibérée d'informations aux États-Unis et en Grande-Bretagne parce que les gens ne sont pas préparés pour ce qui va se passer dans les semaines à venir. Lorsque Lukyanov
nous dit que la situation est très précaire, qu'il n'y a pas de canal de communication pour nous permettre de faire ce que nous avons pu faire à Cuba. Austin n'est pas capable de parler à Youssef. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais pu supposer que Lukianov dirait oui, il y a quand même cette exception qui est la ligne de communication entre Austin et Youssef. Non, il ne l'a pas dit. Donc, il faut tomber à genoux et prier peut-être le bon Dieu pour empêcher que les Russes tombent dans le panneau et se laissent entraîner dans quelque chose qu'ils veulent vraiment éviter avant l'entrée au pouvoir de l'administration Trump. J'ai parlé un peu plus longtemps que prévu. J'espère qu'au moins une partie aura son effet concernant le point de vue russe de la situation. Merci, Ray, c'est très utile. Je voulais vous demander si vous avez des limitations en termes de temps aujourd'hui pour que je sache. Oui, oui, je peux rester avec vous. Ma caméra ne sera peut-être pas allumée, mais je vais écouter. OK, donc nous allons continuer, puis nous reviendrons vers vous. Nous allons entendre maintenant Carl Osgood, que certains connaissent de l'OIR. C'est un spécialiste militaire de l'Executive Intelligence Review. Merci, Anastasia. Je ferai de mon mieux. Je vais soulever un certain 2 ou 3 points. Et d'abord, ce que le colonel Black a dit sur la Syrie, même si mon sujet principal, c'est la réponse russe aux attaques des attaques MS dans la région de Kursk. À midi hier, heure de Washington, c'était suite aux propos de Poutine au sommet de la communauté des États indépendants, CIE. On lui a posé une question sur les représailles russes. Et après, le ministère de la Défense a publié une déclaration disant qu'il y avait une série d'attaques de représailles par la Russie. Ils ont ciblé, les Russes ont ciblé les lanceurs de HIMARS, c'est-à-dire les lanceurs qui lancent les missiles ATACMS. Les Russes en ont détruit un nombre de ces lanceurs, ainsi que d'autres véhicules qui transportent des missiles dans la région de, je n'ai pas compris, la région à la frontière de Kursk et de Bryansk. Il y avait entre autres l'utilisation du missile intercontinental et un lanceur de missiles. Ils ont ciblé des armements produits à l'Ouest et livrés par l'Ouest. C'était au directorat du renseignement aussi. 44 spécialistes, y compris du département d'État américain, ont été tués, d'après
les Russes. Washington n'a jamais reconnu qu'il y avait des Américains impliqués là-dedans. Il y avait aussi une attaque par le missile Iskander contre les forces spéciales ukrainiennes. Ce sont apparemment des véhicules mer-sol, peut-être près de Odessa, peut-être à Odessa. Il y avait 44 Américains et 9 Français de tués, paraît-il. Donc, l'implication de l'OTAN là-dedans serait déjà assez forte. Le 28 novembre, il y a eu aussi une attaque combinée contre des installations de défense ukrainiennes et contre des installations d'électricité par des missiles de croisière et autres. Mais il n'y avait pas de frappe Oreshnik. Donc, au total, au cours des derniers jours, ils ont livré 100 missiles ainsi que des drones. Ils ont frappé 17 objets cruciaux pour le militaire. Donc, c'était le détail des derniers jours. Alors, Poutine à Astana avait plus ou moins indiqué que cela se produirait. On lui a demandé aussi à Poutine à propos de la frappe Oreshnik. Et c'est là où il a souligné que les dégâts étaient minimaux par les attaques MS, où les dégâts ont été minimaux. C'est comme si avec les Oreshnik, c'est comme si on tirait un missile nucléaire, mais sans retomber, sans radiation. Il n'y a pas d'ogive explosive. Il y avait sans doute un alloy très sophistiqué qui était utilisé par Oreshnik. Mais ce n'est pas l'impact kinétique ou cinétique que les dégâts se font, y compris dans l'infrastructure souterraine. C'est un des aspects révolutionnaires de cette arme. Certains à l'Ouest ont essayé de minimiser l'importance du missile Oreshnik. Il y avait même un article, un communiqué de Reuters qui a dit « Ah, c'est tout comme les attaques MS, mais seulement à moindre portée. » Ce n'est pas vrai. Reuters a cité un Jeffrey Lewis, un analyste à l'Institut de Monterrey, je crois. Et lui, il a dit que ce n'était pas vraiment tellement révolutionnaire, nous pouvons les intercepter, etc. Donc voilà le jeu que jouent les Occidentaux. Ils ne veulent pas que les Russes complètement chamboulent le narratif de l'OTAN. Et comme Ray McGovern l'a dit, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation avec Poutine. Mais lui, il a bien expliqué ce qu'il en est. Je voulais juste dire certaines choses à propos de la Syrie. Je pense que le point principal à retenir en plus de ce qu'il a dit, c'est qu'en 2018, pendant sa première administration, a voulu retirer les troupes américaines de Syrie.
Il voulait en faire une politique officielle. Et il y avait une levée de boucliers au Sénat américain et au Pentagone. James Madison, qui était le secrétaire à la Défense, y était contre et a fait en sorte qu'un retrait total ne soit jamais possible. Maintenant, on a des indications comme quoi le Pentagone euh, accepterait que Trump retire les autres troupes. À cette lumière, il faut considérer cette attaque de cette semaine. Il y a eu trois passerelles à la frontière avec le Liban. Les Israéliens bombardent la Syrie euh, ponctuellement depuis des années. C'est un peu une guerre à long terme, passant du Liban à la Syrie, etc. Ils ont aussi ciblé des personnalités iraniennes en Syrie, à Damas et autres. Je pense aussi que les Al-Qaïda, sous ses différentes formes, a, euh, a revendiqué l'assassinat du général iranien à Damas. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je redonne la parole à Anastasia. Merci, Carl, pour toutes ces informations. Je vais passer maintenant à Helga pour lui demander si elle a une réponse avant de continuer avec la discussion. Je pense que nous devrions avoir une discussion euh, et avec les gens ici sur le panel notamment, parce que le déni est terrible. Donc vraiment, on peut dire que ces gens sont, sont vraiment fous cliniquement. Et donc je voudrais amener ça comme sujet de discussion. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus que ce que nous faisons déjà euh, à à la Coalition pour la paix, que nous pourrions faire de plus? Et nous devrions en discuter à la prochaine conférence de l'Institut Schiller, qui aura lieu donc pas ce week-end, mais le week-end prochain, les samedis et dimanches. J'ai mis le lien donc dans le chat. Donc la conférence de l'Institut Schiller des 7 et 8 décembre. 15h, 18h, 19h, 22h, chacun des 2 jours. Vous êtes conviés, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc c'est Donald Ramotar, l'ancien président du Guyana, qui parle maintenant. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec Elga par rapport au développement économique et pour les actions pour la paix du monde, dans le monde. Je pense qu'au point où nous en sommes, il y a un danger majeur pour le monde qui est effrayant, et cela a à voir avec la position qu'a l'Occident collectif qui veut avoir une hégémonie totale sur le monde, une domination militaire sur le monde. La guerre en Ukraine, comme vous pouvez tous vous en souvenir, a commencé quand il y avait l'Occident collectif menaçait la Russie, la sécurité de la Russie, en disant qu'il voulait faire en sorte que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et la Russie a vu ça comme un grand
danger, une attaque extrême sur leur propre sécurité et, et que l'Occident voulait agir en faisant tout ce qu'il voulait et qu'il pourrait en plus avoir une, une force, une action une possibilité de nuisance très forte sur la Russie avec cette approche vers l'Est. Et donc, aujourd'hui, il y a la Palestine, des parties du Liban, il y a le conflit donc, au Moyen-Orient, il y a toutes ces différentes guerres dans le monde, et il faut donc demander, la chose, c'est qu'il faut demander une sécurité égale pour toutes les nations. C'est la chose que nous devons probablement pousser, c'est amener toute la question de la sécurité, une sécurité égale pour tous les États et, et pour avoir la justice pour les peuples palestiniens. C'est, c'est vraiment le, le, le centre du problème. Et donc, une chose que je pense dans ma façon de penser, c'est que il ne faut pas trop insister sur Trump. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il faut se souvenir, je me souviens très clairement ce qu'il a fait. Il voulait sortir ses troupes de Syrie. Et en fait, il voulait garder le pétrole. Donc, il a, il a, il a certaines inclinaisons pour la paix, mais il a aussi, il a une vision dominatrice de la situation. Il veut dominer le monde. Et je pense, et les experts Ray et Colonel Black pour me corriger si je me trompe, mais je pense que sa présidence précédente, il, il a aussi soutenu Al-Qaïda au Moyen-Orient et en Syrie. Je ne suis pas sûr à 100% de cela, mais le fait même qu'il était en Syrie, qu'il n'a pas enlevé les troupes américaines en Syrie. Il, il a eu beaucoup de pression aussi pour ne pas retirer ses troupes. Et donc, il y a une partie de sa pensée donc, qui est liée avec cette idée de dominer. Une autre inquiétude que j'ai, c'est que le cessez-le-feu qui a été signé, nous sommes heureux de cela, dans dans le sens que ça sauve des vies de gens, de civils au Liban qui ne vont pas continuer à avoir, il ne va pas continuer à avoir plus de morts que toutes celles toutes les morts qu'il y a déjà eu, tous les morts qu'il y a déjà eu. Mais l'accord qui a été atteint pour avoir laissé le feu, je pense, d'une certaine façon, ce que je comprends, les pressions qu'il y a eu, les pressions qu'il y a eu, avec, je pense que c'est plus en faveur d'Israël et des États-Unis, ce cessez-le-feu, qu'il ne l'est en faveur du mouvement de la résistance. Parce que comment est-ce qu'ils ont pu accepter que les États-Unis et la France vont garantir cette paix quand ils ont été totalement du côté d'Israël? Et deuxièmement, Netanyahou, dans son discours, j'ai écouté son discours, je devrais essayer de l'écouter encore, mais j'ai eu la pression qu'il disait à son peuple, je signe cet accord parce que je veux me concentrer plus sur l'Iran, premièrement, et deuxièmement, l'Israël a besoin d'un certain temps pour rebâtir leurs forces militaires. Donc, ils veulent avoir un certain temps pour reposer leurs soldats, leur personnel et avoir plus d'équipements pour être prêts à se battre à nouveau. Donc, nous pouvons voir de toutes les expériences que nous avons eues avec tous les incidents que il y a, j'ai toujours
Tous nos jours, ils essayent de condamner l'autre côté, le Hamas, le Hezbollah, pour les attaques, pour les morts de civils, en disant qu'ils font des boucliers humains, d'autres accusations comme cela. Il faut, je pense, que nous réexaminions cet accord. Je ne suis pas totalement clair, mais je suis heureux de voir que les tueries sont arrêtées pour l'instant au Liban. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la bande de Gaza, mais il me semble qu'à tout moment, ils peuvent recommencer la guerre quand ils se sentiront qu'ils sont prêts à à cela. Et deuxièmement, ils, ils, ils veulent pousser le Hezbollah. Il y a une zone une zone de combat, une zone où les gens ont été évacués et les gens souffrent. Et, l'Israël avait une dominait la situation aérienne avec les bombes qu'ils jetaient par les airs, forcément, mais ils ne l'avaient pas sur le terrain. Et je veux voir aussi, je me demande si le temps n'est pas venu sur être plus franc, plus clair sur le rôle des États arabes, parce que il y a Israël, la Libye, la Turquie joue un jeu à double, un double jeu, puisqu'ils ont amené du pétrole à Israël depuis longtemps, en même temps qu'ils parlent de défendre les Palestiniens. Donc, je pense que nous devrions aussi nous concentrer un peu notre attention sur le rôle de certains des acteurs du Moyen-Orient, sur ce qu'ils font pour, euh, pour avoir cette combinaison, pour avoir cette injustice qui continue pour les Palestiniens et d'autres dans la région. Donc, voilà. Donc, ce que je voudrais dire, il faut donc avoir une sécurité égale pour tous et il faut la justice pour le peuple palestinien. Ils ont le droit d'avoir leur propre terre. Donc, la, la, la clé, voilà, c'est ça la clé, c'est la sécurité pour tous. Merci, Président Ramotar. Pour ceux qui ne savent pas, il est l'ancien président du Guyana. Merci beaucoup d'être là. Je sais que Dennis Speed a une réponse qu'il voudrait communiquer. Alors, Denis Speed dit, c'est pour ceux, particulièrement les Américains, qui sont toujours dans Thanksgiving et qui ont été dans Thanksgiving et qui, du coup, ne savent pas ce que Poutine a dit euh, et des choses qui vont arriver plus dans les discussions aux États-Unis. Il y a une déclaration à la presse que je vais lire qui date d'hier. Le président russe Vladimir Poutine a demandé au président américain élu qu'il a dit que c'était un politicien expérimenté, mais il a dit qu'il ne pensait pas que Donald Trump soit en sécurité après les tentatives d'attentat sur sa personne, après le sommet au Kazakhstan. Et il a dit que Poutine a dit qu'il avait été choqué frappé par la façon dont la campagne électorale avait lieu aux États-Unis dans des actions totalement terribles avec des tentatives d'assassinat. Et selon mon opinion, il n'est pas en sécurité actuellement, Donald Trump. Malheureusement, dans l'histoire des États-Unis, il y a eu différents incidents qui ont eu lieu. Je pense que Trump est intelligent. J'espère qu'il est prudent et qu'il comprend cela. Ensuite, Poutine parle du comportement sur
les attaques sur les enfants de Trump et que cela est révoltant. Donc c'était Poutine, ce que Poutine a dit sur Trump. Et bien sûr, Poutine a dit cela. Et cela a eu lieu à un moment de Thanksgiving. Je ne sais pas si Ray savait cela ou d'autres le savaient, donc je voulais être sûr que les gens soient au courant. Ray McGovern répond: Merci Denis, merci Président Ramotard particulièrement. J'ai écouté, mais j'ai eu des nécessités domestiques qui m'ont dû, personnelles qui ont fait que j'ai dû m'absenter un peu. Et donc, il y a des gens qui ont mangé trop de dinde avec Thanksgiving. Et Poutine ou des gens disent, mais oui, Trump est quelqu'un d'intelligent, il va trouver une solution à la crise en Ukraine. Poutine l'a dit, oui. Donc, il me donne des signaux ici. Il y a un an, il avait dit que Donald Trump était imprévisible. Nous avons besoin, avait dit Poutine, de quelqu'un qui soit prévisible. Et il avait dit donc qu'il préférait Joe Biden, qui était plus prévisible que Donald Trump. Et ensuite, donc, c'est Kamala Harris qui a remplacé Biden. Et il y a un silence aujourd'hui de Trump qui peut être expliqué peut-être et compris, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient commenter de façon plus sensée que l'administration si s'ils pensent différent que l'administration. Donc les choses ne sont pas claires. Est-ce que Trump va être bon ou mauvais? Nous allons voir. La dernière fois, il a été très mauvais. Il y avait un traité qui s'appelait le traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui, qui avait été signé, qui avait permis de détruire toute une classe de missiles balistiques et qui avait été signé en 1987 entre Reagan et Gorbatchev. Donc, les deux parties ont détruit après 1987 tous ces missiles, tous ces types de missiles. Et maintenant, qui est sorti de ce traité en 2019? C'est Donald Trump. Et ça a été une grande erreur. Et donc, ce missile Oreshnik n'aurait pas été permis si on avait gardé ce traité. Donc, ce que je dis, c'est que non seulement Poutine s'en souvient, il l'a dit, il a dit en 2019, ils ont dit Trump est sorti de ce traité. Et il faut, c'est- Pou- Poutine est clair donc sur cette situation. Et je pense, en réponse à la question d'Elga, Scott Ritter a dit les choses par les gens qui sont autour de Trump. Il a dit, vous avez été élu sur une plateforme, sur un programme pour la paix. Donc, est-ce que vous allez laisser la situation se détériorer dans les semaines à venir avant la prise de pouvoir effective de Donald Trump? Et, et en Allemagne, il semble que le gouvernement puisse tomber d'un moment à l'autre. Et que ce que je puisse dire, il y a un ferment citoyen avec les Allemands qui se sentent maintenant qu'ils peuvent être ciblés par les missiles russes, maintenant que les missiles intermédiaires, à portée intermédiaire, maintenant que les missiles américains ont été autorisés à frapper la Russie. Les Ukrainiens ont été autorisés à les utiliser. Donc, il y a des gens qui sont inquiets
et les médias alternatifs aussi sont inquiets de ce qui se passe. Les citoyens devraient être capables d'avoir un impact pour, euh, pour faire en sorte que nous puissions toujours continuer à prétendre être une démocratie. Ce n'est pas forcément la meilleure des réponses, mais c'est le mieux que je puisse répondre à la suggestion, à la question d'Elga. Et la conférence donc a été prévue donc la semaine prochaine. Et les gens qui sont dans son programme, Larry Wilkerson, Ted Postol, qui ont été dans, dans ce programme, ils ont été au National Press Club. Ils, euh, ils vont être présents et donc il faut que nous fassions connaître aussi donc la conférence de l'Institut Schiller qui aura lieu donc les 7 et 8 décembre et dont le lien de programme et l'inscription sont dans le chat. Elga Zep-Larouche dit malheureusement je peux juste être d'accord sur le fait que la situation en Allemagne est pire que les États-Unis parce que nous sommes une colonie et beaucoup de gens ont la mentalité d'être colonisés. Et la situation est tellement mauvaise qu'il ne semble pas totalement impossible que le vote de confiance, de non-confiance, plutôt que Scholz prévoit d'avoir cela, mais en fait, cela, ou plutôt, pourrait être en fait l'inverse. On pensait qu'il tomberait, mais il y a des gens qui sont en train de changer d'avis, que peut-être Scholz serait le seul le dernier rempart pour ne pas envoyer les missiles Taurus, autoriser l'envoi des missiles Taurus, donc à l'Ukraine. Donc finalement, il se pourrait que certains des partis d'opposition, certains membres des partis d'opposition votent pour Scholz en fait, qu'ils ne votent pas pour leur propre candidat parce qu'ils pensent finalement, ils vont penser que finalement l'alternative serait pire que Scholz. Cela vous montre à quel point la situation en est aujourd'hui. Et donc ce message que vous donnez aux Américains, je peux vous encourager, ne peux que vous encourager. Peut-être que vous voudrez être dans un programme avec moi, dans un prochain programme avec moi, dans les temps à venir pour vous adresser aux Allemands. Et vous êtes américain. Donc, les gens peuvent penser que vous êtes du bon côté, même si vous êtes en opposition à la politique actuelle. Les gens peuvent vous écouter. Et il faut si l'on va en guerre, l'Allemagne, vraiment, ce sera la fin de l'Allemagne, ce sera l'extinction de l'Allemagne. Ted Postol l'a montré très clairement. Steven Starr également ont amené le matériel pour montrer tout cela. Il faut, il faut expliquer aux gens ces choses-là. Parce que si les gens ne comprennent pas, nous pourrions ne plus être vivants, ne plus être là au moment où Trump arrivera à la présidence, s'il y arrive. Donc, quelqu'un voulait faire un commentaire, quelqu'un qui doit partir bientôt, donc qui va peut-être parler maintenant. Et je remets dans le chat l'invitation à la conférence du week-end prochain et le compte-rendu de la précédente coalition pour la paix et vidéo de la semaine dernière que vous pouvez faire circuler les deux le plus possible, les faire connaître au plus de monde possible pour inviter les gens à participer à la coalition pour la paix et inviter les gens à participer à la conférence du week-end prochain des 7 et 8 décembre. Donc c'est Diane Serre qui parle. Je voulais amener la question culturelle dont Elga parle par rapport à la conférence donc, du week-end prochain, quelque chose que le président Ramotard a dit par rapport au peuple palestinien. Nous sommes confrontés à des horreurs incroyables par rapport à Gaza, la Cisjordanie, le Liban, et donc, et là, on a signé un cessez-le-feu et on fait comme si c'était normal alors qu'on court vers une guerre nucléaire. Et il semble que les gens euh, en, en Occident voient, réagissent par rapport
aux développements qui ont lieu actuellement, il y a une course donc vers le danger de guerre nucléaire. La conférence du week-end prochain va va mettre ces choses ensemble et nous avons vraiment une vision dégradée de l'humain en Occident. Et le résultat émotionnel, c'est les gens se bloquent. On voit ces choses terribles qui se passent et les gens se semblent incapables de réagir ou ne réagissent pas avec la passion qui serait nécessaire. Peut-être que Elga va en parler, mais je dois dire que je suis personnellement très, très inspiré par le fait que nous allons avoir donc ces documents pour la mobilisation. Et par rapport à cette crise des migrants, ce n'est pas juste une crise des migrants, c'est une crise culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire être un être humain? Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire être un État-nation? Qu'est-ce que vous pensez que devrait être la mission d'un gouvernement? Et la question du quatrième panel de la conférence de l'Institut Schiller du week-end prochain sur la culture, cela prend la situation d'un point de vue universel, sur le point de vue qui peut tous nous unir. Et Elga a mentionné que, que l'Allemagne agit comme une colonie. Mais ici, nous semblons avoir perdu notre identité. Nous avons défait l'Empire britannique. Nous avons eu des présidents comme Kennedy, James Quincy Adams, et beaucoup de gens avaient de l'espoir quand Kennedy était président. Mais actuellement, notre identité, c'est la même que l'Empire britannique. Nous sommes dans l'hégémon global. Donc, c'est un grand défi que nous avons ici. Et donc, ces questions culturelles et le tract sont le panel culturel de la conférence, le tract que nous avons, ce sont des choses importantes. Merci, dit Anastasia. Nous allons pouvoir continuer s'il n'y a pas d'autres d'autres réactions. Et il y a Donald Ramotard. Alors, je dirais que nous devrions mettre beaucoup d'insistance sur le danger nucléaire, de guerre nucléaire. Nous faisons du très bon travail. Il y a des gens très bons sur ce programme qui sont explicites. Nous devons voir comment, comment mettre les choses dans l'esprit des gens. Il faut mettre les choses il faut parler de ce danger, donc des armes nucléaires, de l'extermination nucléaire à laquelle nous pouvons faire face. Et en réponse à, à Ray McGovern, ce qu'il a dit sur la position de Poutine, sur Trump, je pense qu'il qu'il pourrait avoir aidé à l'élection de Trump en disant qu'il préférerait avoir qu'il il n'aurait pas préféré avoir Donald Trump. Mais s'il avait dit qu'il aurait préféré avoir Donald Trump, ça aurait suscité des attaques sur Donald Trump. Donc, je pense que voilà, c'était peut-être pour ça qu'il a dit cela. C'est peut-être la façon qu'il a le plus aidé Trump en, en disant qu'il préférerait que Biden soit élu parce que est plus prévisible que Trump. C'est probablement
une stratégie pour enlever les attaques de Trump et les mettre peut-être espérer les mettre sur Biden. C'est Ray McGovern qui dit c'est une vision Je pense tenable. que Beaucoup de cette gens position est tout pensent à fait cela à tenable. cette époque. Trump Trump lui-même a, aurait lui, a dit été rapporté que d'avoir je dit ne sais pas si lui-même, je ne Poutine sais pas m'a rendu un si service ou Poutine, un en disant ça, m'a fait une non-service. faveur Je ne sais ou pas une comprendre défaveur. ce qu'il a dit. Moi non plus. Je Mais pense je pense que que l'imprévisibilité, l'imprévisibilité est la c'est, bête noire c'est des la chose que dirigeants les gens, les Russes en russes. tout cas, dont les Russes ont Ils peur. le craignent. Selon moi, Ils doivent considérer Trump comme quel que soit imprévisible. le jeu qu'il joue, Trump aime beaucoup jouer des jeux. Et Poutine aussi, avec ses remarques ironiques sur le soutien à Biden ou à Kamala Harris. Et je pense que vous avez raison. C'était en tout cas très comique la manière dont les médias ont interprété les remarques de Poutine ou la blague de Poutine sur Kamala Harris. C'était drôle. Merci, Président Ramota. Nous pouvons revenir sur ces mêmes thèmes pendant la période de discussion. Nous avons quelques 240 personnes sur Zoom actuellement. Sur les autres plateformes, aucune idée, mais je pense qu'il y en a beaucoup, paraît-il. Maintenant, je vais demander à Dennis Small, qui vient de travailler sur un programme à marche forcée, pour produire une brochure à l'avance de l'Institut, de la conférence de l'Institut Schiller du 7 décembre sur le développement. Le développement permettra des millions de nouveaux emplois, l'absence de réfugiés et l'absence de guerre. Donc, il va nous en parler. Euh, C'était en fait toute une équipe transatlantique qui a travaillé sur ce projet de brochure en tant que, document de discussion pour montrer une solution à ce danger de guerre nucléaire en Ukraine, mais aussi à Gaza, certainement concernant Israël. Mais je vais dire une ou deux choses à propos de la discussion qui vient de se tenir. Il y a eu une réponse définitive de l'Occident à l'initiative de Poutine autour de l'Oreshnik, qu'il a présenté comme une manière d'éviter la guerre nucléaire parce qu'il s'agit d'une arme qui est non nucléaire, mais à la puissance d'une arme nucléaire. En réponse, l'OTAN a lancé des attaques par les attaques MS. La France a annoncé l'autorisation de l'utilisation des scalps et a renouvelé la discussion sur l'envoi éventuel de troupes françaises. Un autre dirigeant a parlé de la nécessité de transformer l'OTAN en organisation offensive et pas seulement défensive, en disant que il faut pas seulement s'attaquer aux flèches, mais aussi à celui qui les tire. Tout le monde en parle aujourd'hui. C'est une déclaration ouverte de guerre au point où je pense que, et cela a trait à ce que Helga a soulevé,
que c'est une question, c'est une position folle. Mais le sénateur Lee de l'Utah a répondu, a dit que c'est tout simplement fou furieux. Les États-Unis devraient se retirer de l'OTAN. Voilà un commentaire raisonnable. Il nous en faudrait beaucoup plus. Alors, il y a aussi l'amiral Buchanan, qui c'est le porte-parole du STRATCOM, du commandement stratégique américain. Et il a parlé des manières dans lesquelles les États-Unis pourraient mener une guerre nucléaire, comme si c'était tout à fait sérieux. Et il a dit qu'on pourrait l'envisager à condition d'avoir suffisamment de capacités en réserve suite à l'échange nucléaire. Et la réponse occidentale à cette initiative de paix qu'est l'Oreshnik, c'est tout à fait irrationnel. Parfois, en lançant des attaques, l'ennemi révèle ses propres faiblesses. Wall Street et la City de Londres ont intensifié la guerre financière contre la Russie. On pourrait penser que ce serait impossible d'en faire encore plus, mais ils ont mis chaque banque, toutes les banques russes, y compris Gazprom Bank, euh, sous sanction. Et Gazprom, il se trouve, est aussi au cœur de l'économie européenne et pas seulement russe. C'est donc une période de guerre financière contre la Russie qui est ouverte. En plus, on a une déclaration venant du Trésor américain selon laquelle les paiements transfrontaliers seraient détruits. On les rendrait impossibles. L'attaque contre le rouble, c'est très important. Le rouble est à 110 contre le dollar et on s'attend à ce qu'il baisse encore plus. Et c'est une faiblesse dans la cuirasse russe parce que la Russie permet encore une convertibilité libre entre le rouble et le dollar. Donc, il faut soit inonder le marché de dollars pour maintenir la valeur du rouble, ou bien il faut simplement geler les transactions. Et c'est ce que la Russie a fini par faire maintenant. Mais il faut maintenant imposer des circonstances dans lesquelles 80% des transactions étrangères soient obligées de se reconvertir en rouble. Alors, pourquoi je dis que les attaques de l'ennemi révèlent parfois une faiblesse? C'est tout le concept de cette brochure, en particulier le sujet de la migration, qui est à l'avant-garde de la manière d'éviter la division du monde en blocs ou en camps hostiles qui mènent vers la guerre nucléaire, c'est-à-dire la trajectoire où nous sommes actuellement. Je vais tout d'abord montrer la couverture de la brochure. Le développement se traduit par des milliards de nouveaux emplois, pas de réfugiés, pas de guerre. Vous voyez ici l'image du port de Shanghai au Pérou que vient d'inaugurer la Chine et le Pérou. Ce genre de projet ouvre ou jette les bases pour surmonter la crise de la migration. Tout le monde devrait lire cette brochure, mais c'est disponible d'ailleurs sur Internet. Vous pouvez le télécharger. Parlons de la connexion entre la guerre et les réfugiés. Voilà la carte officielle de Frontex, l'agence de migration de l'Union européenne, et on voit ici les flux de réfugiés en 2022.
On voit d'où partent les réfugiés et où ils se dirigent. Le plus grand nombre de détentions à la traversée de la frontière, c'était à partir de la Syrie. C'était 100 000 où la guerre sévissait. Le deuxième pays, c'est la Guinée, en Afrique. L'Afrique fait l'objet de guerres financières depuis un certain temps. Et le troisième plus grand, c'est l'Afghanistan, qui est en guerre depuis des décennies. Il y a un nombre immense de réfugiés afghans, d'exil forcé, en fait. On voit ici le graphique de ces 3 dernières années. Ce sont que des personnes qui sont détenues à la frontière. Ceux qui passent les frontières sans être détectés n'y figurent pas. On voit que le nombre a presque doublé en ce temps. La partie rouge, c'est la route par la Méditerranée centrale. En plus de la guerre, une cause de la migration, en prenant l'exemple de l'Amérique latine, on voit qu'en raison du désastre économique, il y a un gros problème au Mexique, par exemple, 128 millions de population, 11 millions de Mexicains de la première génération sont aux États-Unis. Ça fait presque 9% de la population totale. Et si on compte de la première à la troisième génération de Mexicains aux États-Unis, on arrive à presque 30%. Pourquoi ils ne sont pas restés au Mexique? C'est simple, on peut remercier le Fonds monétaire international, Wall Street, la City, d'avoir intentionnellement détruit l'économie mexicaine à des fins de dépopulation pour piller le pays. Ici, on voit un graphique avec la production alimentaire mesurée en valeur physique. Mesuré par rapport à 1981. On voit le maïs, le blé, les haricots, le riz. C'est la production physique par tête. Le maïs est à 103. La consommation a baissé, mais pas la production. Le blé a plongé de 61%. Les haricots, il y a toujours des haricots dans ce restaurant mexicain. C'est à 59% moins. Ces économies se font décimer depuis ce temps-là, ce qui nous donne une idée de la solution pour résoudre la crise. On peut dire, oui, je déteste, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, c'est pas bien de faire des choses immorales par rapport à ces populations, mais après tout, il faut bien que nous aussi, on survive. Il y a eu un agronome, par exemple au département d'État à l'époque, qui a dit nous devions tout simplement fermer la frontière avec le Mexique complètement, hermétiquement, et laisser mourir la population. Mais il existe aussi une autre solution qui sera discutée à cette conférence des 7 et 8 décembre. Mais on voit ici une idée du pont terrestre mondial et des routes permettront de renverser cette tendance vers la migration forcée aux États-Unis et en Europe occidentale. Le port de Shanghai, c'est le numéro 2 sur la carte. C'est la route vers l'Occident pour le transport maritime qui va vers la Chine. Et on a la possibilité que le chemin de fer transcontinental
qui est en discussion, qui est sous étude en ce moment, pourrait connecter toute l'Amérique du Sud à la Chine. Il y a aussi un projet de construire un canal de Nicaragua, parce que même le canal du Panama est trop petit par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Il peut y avoir aussi un chemin de fer passant par tous les Mexiques, les États-Unis, l'Alaska, etc. Cela donne la base pour un développement réel de tous ces pays et les gens ne voudront plus quitter leur pays pour aller ailleurs. Je ne vais pas passer en revue toutes les autres routes. Je vais juste insister sur cette route Shanghai au Pérou jusqu'à Shanghai en Chine. Ce n'est pas une route directement à l'ouest, mais c'est une route qui passe presque entièrement par mer. Donc, la route maritime en ce schéma, on le voit ici. Cela permettrait de réduire d'environ 25% le temps de trajet entre les deux ports. Parce que jusqu'ici, les ports sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud étaient si petits qu'ils ne pouvaient pas traiter les conteneurs de grande quantité. Donc, il fallait faire une escale en Californie, puis recharger, décharger, recharger, puis prendre la route vers l'Amérique du Sud. Maintenant, c'est une route directe maintenant qui peut transiter non-stop entre les deux. Et s'il y a ce projet ferroviaire qui est réalisé, ce sera tout le Brésil qui y sera connecté, qui sera relié. C'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est ce qu'on voit en orange ici, c'est le pont terrestre mondial. Ce que nous proposons, c'est de relier par des chemins de fer à grande vitesse et à double voie euh, le bout de la sud de l'Amérique du Sud jusqu'au nord de l'Amérique du Sud, traversant le Mexique, les États-Unis, et passant par le détroit de Sibérie jusqu'en Russie et jusqu'à l'Europe, éventuellement aussi jusqu'à l'Afrique. Maintenant, je vous demande, quelle sera l'amélioration de la productivité dans ce cas-là? Ce n'est pas seulement que le temps de trajet est réduit, ce n'est pas seulement le port de Shanghai au Pérou qui est complètement computérisé. Il y a des véhicules automatisés qui déplacent les conteneurs, etc. On voit une augmentation de la productivité pour tous les ports qui ne sont pas dotés de ces capacités. Mais avec la même quantité de main-d'œuvre, mais mieux qualifiée, on a une plus grande productivité, surtout s'il y a des corridors terrestres. Et tout le long de ces routes terrestres, il y aura le développement. On ne développe pas cette route maritime, mais c'est différent si on a des liens ferroviaires sur terre, terrestre. Nous avons 4,7 milliards de personnes d'habitants déjà qui sont impliqués dans les projets de la ceinture et la route chinoise. La Chine ne cesse de répéter que l'initiative est tout à fait ouverte aux États-Unis et aux pays européens.
Et cela mettrait fin à ces corridors de migration qui sont aussi exploités par les financiers de Wall Street et de la City. Il faut encourager un autre type de pensée en fait. Il faut changer de perspective stratégique et scientifique pour enfin reconnaître que cette autre approche est tout simplement furieuse. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'ai terminé par ce qui est fou furieux. C'est bien dit. J'ai mis le lien pour la brochure et je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur la production et la rédaction. J'ai aussi d'autres liens dans le chat qui seront utiles pour vous. Nous allons maintenant ouvrir la discussion. Et je peux rajouter d'autres choses si nécessaire. Sinon, si vous voulez faire partie de la discussion, si vous voulez intervenir, il faut d'abord s'inscrire et il faut nous envoyer un courrier pour recevoir le lien Zoom. Vous pouvez le faire sur le site de l'Institut Schiller et je vais mettre aussi dans le chat maintenant le lien. Si vous pouvez cliquer dessus.